J'ai le plaisir de vous présenter Hervé Juvin, qui est candidat sur la liste du Rassemblement national. Il est candidat non inscrit au parti et en 5e position, et qui a commis un excellent ouvrage l'année dernière, France, le moment politique, qui est un ouvrage de politique dans la lignée des autres ouvrages qu'Hervé Juvin a écrits depuis plusieurs années, et dont beaucoup ont été publiés chez Gallimard, et qui sont des ouvrages de décryptage du monde tel qu'il existe aujourd'hui. Le parcours d'Hervé Juvin est intéressant, puisque en fait, il a commencé par fréquenter le monde de la finance. Il a assisté à la naissance glorieuse de l'euro. Il a même, à un moment donné, été un européiste convaincu, et peu à peu, à force de voyager le monde et de revenir systématiquement en France, Hervé Juvin a décidé que, en fait, les problèmes étaient mondiaux, mais les solutions étaient locales, et notamment les solutions étaient françaises. Et donc c'est cet amour de la France qui a conduit Hervé Juvin, peu à peu, à un engagement politique dont il va nous parler, et à un engagement plus vaste, puisque c'est un écologiste convaincu, et parmi les formules qui sont les siennes, et dont j'espère qu'il les développera ce soir, il nous dit par exemple que le temps n'est plus à l'économie, mais à l'écologie. Pourquoi ? Parce que voilà, on a vécu pendant 30 et 40 ans sous la dictature de l'économie, et on voit aujourd'hui, dans l'état du monde, et singulièrement dans l'état de la France, où cette dictature de l'économie nous a menés, alors que la pensée écologique, dans sa complexité, non pas juste dans la défense des insectes, dans la pensée du local, la pensée des écosystèmes complexes, est quelque chose qui a animé la pensée d'Hervé Juvin, qui a animé sa réflexion et qui va vraisemblablement animer ce qu'il nous dira ce soir, sachant qu'Hervé Juvin s'est lancé dans la campagne des européennes avec des formules chocs que j'ai eu le plaisir de découvrir en préparant cette petite introduction. Je crois que l'avenir est à la nation, que l'avenir est aux partis populaires nationaux, et jusque-là, évidemment, nous sommes tous d'accord. Et Hervé Juvin enchaîne dans un autre entretien sur le fait que, pour lui, M. Ruffin est d'une incroyable actualité, et donc que c'est quelqu'un qui a parfaitement compris ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et là, j'avoue que, évidemment, l'éloge de Ruffin extraordinairement actuel sur la question des frontières m'a un tout petit peu surpris, mais en même temps, on voit que vous avez su dépasser les vieux clivages, et que justement, cette pensée des frontières, cette pensée de la nation par rapport à l'internationalisme est quelque chose qui vous anime véritablement, et n'est pas juste une série de slogans. Donc merci d'être ce soir avec nous, merci d'être là pour les lecteurs de Politique Magazine. J'en profite évidemment pour vous dire que l'ouvrage de M. Juvin est disponible à la sortie, et qu'il sera ravi de pouvoir vous le dédicacer, et que les exemplaires de Politique Magazine sont là à la sortie, qu'aucun de nous ne vous les dédicacera, mais qu'en revanche, je serais ravi que vous les achetiez, et même si tant est que vous vouliez absolument qu'il ait au moins les dédications, parfait. Et qu'il y a d'autres brochures moins intéressantes que le livre, mais d'un profit tout aussi certain, néanmoins, sur différents sujets qui animent cette communauté de Politique Magazine. Merci beaucoup, et nous vous écoutons. Merci de votre accueil. C'est peut-être plus agréable pour tout le monde que je parle debout. Vous avez le micro. Donc je vais... Je commence avec un peu d'émotion parce que j'ai vu qu'au pied de cette église de la Trinité, qui compte un des orgues assez remarquables de Paris, nous nous retrouvons dans une salle Olivier Messiaen. Il se trouve que pendant un certain nombre d'années, dans la ville de Nantes, où j'ai un peu grandi, je pensais faire mon métier de l'orgue, et j'ai été élève de l'abbé Moreau, qui était lui-même un des élèves connus, puisqu'il a enregistré un certain nombre de disques. Il a enregistré toute l'œuvre de Xavier Messiaen, d'Olivier Messiaen, c'était un élève d'Olivier Messiaen. Et donc c'est assez curieux et un peu émouvant pour moi, après pas mal de décennies, de me retrouver au pied de l'église de la Trinité, au pied donc de l'orgue d'Olivier Messiaen, dans une salle Olivier Messiaen. Passé ces confidences personnelles, je vais me livrer à un premier devoir qui nous permettra ensuite de parler d'autre chose. Ce premier devoir, je vous décevrai probablement en ne le remplissant pas, c'est de dire un mot de l'élection au Parlement européen du 26 mai prochain, et c'est de vous dire simplement un mot, votez. Pourquoi vous dire, en guise d'introduction, avant de passer à autre chose, pourquoi vous dire ce simple mot, voter ? Pour une première raison, c'est que
pour la première fois, ce scrutin au Parlement européen a lieu sur des bases nationales et que donc il va donner l'occasion, lors de maintes tribunes, lors de maints débats et lors de maints meetings, d'évoquer des sujets d'importance nationale. La seconde raison, c'est que pour la première fois, ces élections au Parlement européen sont susceptibles d'avoir une vraie influence sur les directives, les normes et les règles auxquelles est de plus en plus soumise notre vie quotidienne. Vous le savez sans doute très bien les uns et les autres, entre les 2/3 et 80% des textes qui s'appliquent aujourd'hui en France sont d'origine européenne ou ont été retranscrits et adaptés aux réalités françaises, mais émanent des institutions européennes. Et pour la première fois aussi, le visage de ce Parlement, donc le visage de l'Union européenne, risque d'évoluer de manière significative. Alors je fais attention parce que j'ai repéré quelques personnes ici qui sont particulièrement connaisseuses des arcanes de l'Union et certainement beaucoup plus aptes que moi à les détailler. Je résumerai à très grands traits la situation suivante. Au cours de la dernière session, 2 formations, en gros la formation des conservateurs chrétiens démocrates et la formation des socialistes, à eux seuls détenaient la majorité. En réalisant telle ou telle coalition avec des regroupements européens un peu volatiles, sur la base de compromis d'intérêts, ils étaient absolument assurés à peu près tout le temps de faire prévaloir leur vue. Et donc en fait de se conformer aux initiatives de la Commission européenne. J'ajouterai à cela que pratiquement tous les pays membres de l'Union, puisque vous savez qu'il y a un commissaire européen par pays, tous les commissaires, donc les 28, étaient globalement sur une ligne européiste et sur une ligne très peu critique à l'égard de l'Union, simplement critique quand les intérêts nationaux étaient en jeu. Et ce qui va se passer, qui peut être de très grande importance, c'est que pour la première fois, les 2 partis très majoritaires, très consensuels et très européistes vont perdre la majorité. Je ne dis pas du tout que ce vote va tout emporter. Je dis simplement que d'ores et déjà, au sein de la Commission, au sein des institutions européennes, que j'ai commencé à fréquenter un peu plus assidûment il y a quelques semaines, les choses sont très simples. Déjà, tout le monde s'attend à ce qu'un certain nombre de commissaires nommés par l'Italie, commissaires nommés par l'Autriche, commissaires nommés par la Hongrie, commissaires nommés par la Pologne, probablement commissaires nommés par la Slovaquie, commissaires nommés par la Tchéquie, ne seront pas des européistes convaincus. Ce seront des Européens, mais ce ne seront pas des prosélytes de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Gardons-nous bien de commettre l'erreur tellement répandue, l'Union européenne n'est pas l'Europe, l'Europe a existé bien avant elle, elle existera bien après l'Union. Et d'ailleurs, une des questions que nous devrions nous poser davantage, est-ce que l'Union européenne n'est pas en train de gravement nuire à l'Union? Est-ce que l'Union européenne n'est pas capable de générer un processus de décivilisation et de destruction de ce qui fait la civilisation européenne? Et si j'avais envie de répondre à la lettre un peu, comment dirais-je, prétentieuse, que le président Emmanuel Macron a diffusée dans toute la presse européenne, je dirais que s'il y a une renaissance, elle se fera probablement bien plus contre l'Union européenne et à partir des nations qu'elle ne se fera au sein de l'Union européenne en détruisant les nations. La perspective donc pour la Commission et pour les institutions est claire. Nombre de commissaires ne seront plus des européistes convaincus. Au Parlement, une forte minorité pourra bloquer nombre de votes s'il lui semble aller dans un sens trop hostile aux intérêts nationaux. Et donc, pour le dire très simplement, si les inquiétudes des uns, la colère des autres, si la volonté de voir une renaissance européenne contre l'Union européenne, si la volonté de recouvrer la souveraineté, qui est l'autre mot de la démocratie, vous importe, il faut voter parce que votre vote a la chance, cette fois, de changer
le cursus européen et de modifier en profondeur l'Europe. Je n'ai pas dit l'Union européenne, parce que je crois qu'il faut mettre fin à cette union fondée sur la destruction des nations. Je crois qu'il va falloir la remplacer par l'Alliance européenne des nations, mais ça c'est un autre débat et probablement est-ce que vous en entendrez beaucoup parler dans les semaines à venir, puisque c'est la formule que nous proposons, l'Alliance européenne des nations, libre, souveraine, démocratique, libre de décider de leurs frontières, et démocratique en cela que ce sont leurs peuples qui font leurs lois et qui décident eux-mêmes de leur destin. Ça va être le grand débat des semaines à venir. Mettre fin à l'Union européenne telle qu'elle nous conduit à la dissolution dans le grand bain mondialiste et la remplacer par l'Alliance européenne des nations. Je crois que c'est un vrai combat et donc c'est pourquoi je me permets de répéter pour terminer cette longue introduction, le 26 mai, votez, ça va compter, ça va permettre de changer les choses. Nous l'espérons et c'est un beau combat à construire et pour la France et pour l'Europe. Alors une fois passée cette longue introduction, vous ne m'avez pas vraiment donné de cahier des charges précis, je vais me retourner vers les organisateurs. Et donc je me retrouve, comme je l'ai dit, à parler de la France, de l'Europe et du monde. Je vais essayer très simplement de me livrer à cette grande vertu militaire qui consiste à faire le point de situation. Et je vais essayer de faire le point de situation, rassurez-vous, Hervé, pas de manière géopolitique, mais je vais essayer de faire un point de situation sur précisément notre situation politique. Où en sommes-nous? Je crois que le premier point qui est à l'œuvre, c'est le sentiment que nos démocraties ont perdu la main parce que de plus en plus, les citoyens ne sont pas maîtres de ce qui leur arrive. Un exemple m'a frappé, il date d'il y a 48 heures. Vous savez probablement que, dans l'intention certainement très généreuse d'embêter un peu plus la Russie, l'Union européenne a décidé de suspendre la demande de visa pour les Ukrainiens et les Géorgiens qui veulent se rendre dans l'Union européenne. Boulevard des Batignolles, je me trouvais passer sur le boulevard quand j'ai vu deux camionnettes dont l'immatriculation m'a attiré mon attention parce que je la connaissais. Ces deux camionnettes immatriculées en Ukraine qui débarquaient sur les trottoirs de Paris, chacun une vingtaine de types plutôt costauds, assez jeunes, visiblement éprouvés par un long voyage, qui d'ailleurs leur distribuait un peu de quoi manger et les lâchait sur le trottoir de Paris. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé à l'occasion du Brexit. Le Brexit a eu beaucoup de raisons, j'y reviendrai peut-être. Mais l'une des raisons très importantes du Brexit, c'est que, contrairement à l'arrivée de migrants venant du Commonwealth, qui sont considérés depuis très longtemps comme faisant d'une manière ou d'une autre partie du monde britannique, l'arrivée en masse de ces fameux plombiers et artisans polonais a donné aux Britanniques le sentiment, et ce n'était pas qu'un sentiment, c'est que leur gouvernement, leur démocratie n'y pouvait rien. Ils subissaient sans pouvoir agir. Et subir sans pouvoir agir, c'est le contraire de la démocratie. Il y a démocratie, il y a souveraineté du peuple, quand on peut toujours agir et quand il y a toujours une alternative. Eh bien, je crois que ce sentiment de dépossession, ce sentiment que nous ne pouvons rien faire, ce sentiment que nous sommes les uns et les autres livrés à des forces qui nous dépassent, est en train de travailler très profondément notre esprit citoyen, est en train de révéler le fait que l'idéal du capitalisme financier global et l'idéal du libéralisme de l'individu est en train tout doucement de nous dépouiller de toutes nos libertés collectives. L'individualisme absolu, c'est cela. En tant qu'individu, je peux choisir énormément de choses. Je peux choisir de changer mon prénom, je peux choisir de changer beaucoup de choses, je peux même choisir de changer mon sexe. Simplement, notre incapacité collective à décider de notre avenir est exactement symétrique de cette pseudo-liberté individuelle de l'individu devenu son propre créateur. Ça, je crois que c'est quelque chose qui agit très profondément dans nos sociétés, la dépossession de notre capacité collective à agir. Or, vous savez que c'est comme ça que se définit la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi? Et la différence entre les citoyens et l'individu, c'est que le citoyen est co-responsable de la chose publique. On a détruit cela,
ça n'est pas sans prix. Et ça n'est pas pour moi sans laisser se dessiner des échéances politiques extrêmement lourdes, parce que d'une manière ou d'une autre, le temps du je s'achève, le temps du nous commence. Le deuxième point sur lequel je remarquerai l'échec de ce qu'on pourrait appeler une certaine modernité, et vous l'avez évoqué en introduction, c'est l'échec de l'économie à remplacer le politique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 80? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le tournant de la rigueur? Qu'est-ce qui s'est passé devant la reddition de l'ère mitterrandienne au marché roi, à la dérégulation, à la déréglementation, au décloisonnement des marchés? C'est tout simplement que l'économie a pris la place du politique. Et c'est que l'économie a invalidé le politique. Avec ces deux expressions magnifiques par le contresens qu'elles portent, de Margaret Thatcher, « There is no alternative », c'est ce que vient de réécrire le président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron devrait simplement se rendre compte ou se souvenir qu'il y a plus de 40 ans que Margaret Thatcher a dit cela. Donc ce sont des vieilles idées pour un vieux monde totalement dépassé aujourd'hui. Et la seconde affirmation de Margaret Thatcher, c'est « There is nothing as a society ». La société, ça n'existe pas, il n'y a que des individus. Ça c'est quoi? C'est la société de marché. C'est la société où le régime des prix s'étend à tout, à tous les actifs, à tout ce qui est sur la terre, dans les océans, dans les eaux, à toutes les relations humaines, et où tout s'achète et où tout se vend. Y compris les corps, puisque les évolutions de nos régimes de procréation n'aboutissent ni plus ni moins qu'à faire commerce du corps humain. Ben, c'est fini. Tout simplement, l'échec de l'économie à prendre le pas sur le politique, elle est absolument criante, et j'ai envie de dire qu'il n'y a que dans une Union européenne tétanisée par la bien-pensance et par la conformité qu'on ne s'en est pas encore rendu compte. Regardez ce qui se passe en Chine, où les présidents successifs depuis Deng ont mis en place des cycles de pouvoir de 30 ans, et où d'une manière ou d'une autre, l'économie obéit rigoureusement aux ordres du politique et à l'intérêt national. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, qui est extrêmement frappant aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est très clairement le politique qui reprend la main. Ce sont très clairement les incitations de Donald Trump qui ont quand même créé plus de 3 millions d'emplois l'an dernier. Ce sont très clairement les décisions de Donald Trump de subordonner tous les accords commerciaux et tous les traités, non pas à un idéal fumeux de libre-échange, mais à l'intérêt national américain. Ce sont ces décisions qui sont en train de remodeler complètement la carte du commerce international. Je ne continue pas ce tour du monde, mais un peu partout dans le monde, la réalité aujourd'hui, c'est que l'État redevient le patron. C'est l'État qui fixe les règles du jeu, c'est l'État qui poursuit l'intérêt national, et quand l'État a déterminé des priorités d'intérêt national, et les agences gouvernementales, et les entreprises, et les investisseurs sont priés de suivre. Je ferai simplement une parenthèse pour dire que nous sommes en grand risque dans l'Union européenne parce que nous continuons à être anesthésiés par un discours du libre-échange qui continue d'invalider gravement notre capacité à agir. Et il faut sortir le plus vite possible de cette naïveté, remplacer les accords de libre-échange par des traités de juste échange, négociés au coup par coup, pour éviter la course permanente au moins-disant social, fiscal, environnemental et j'en passe. Il y a donc bien une alternative. Et la situation du monde actuel, c'est le déni le plus éclatant qui soit à l'affirmation de Margaret Thatcher. Partout dans le monde, les États-nations qui reprennent les commandes montrent qu'il y a des alternatives et que c'est le propre du politique de créer des alternatives. Le « there is no alternative », c'est juste la mort du politique et l'assassinat de la démocratie. Ce qui est en train d'exploser également, c'est « there is nothing as a society ». Pourquoi ? Tout simplement parce que la croyance dans le libre-échange, dans la globalisation, l'individualisme absolu, ça fait une poignée de milliardaires, de gens qui ruinent leur territoire et qui mettent tous leurs voisins au chômage. C'est le grand thème que vous voyez de la montée des inégalités, mais c'est l'immense illusion de cette start-up nation que là encore, en reprenant des vieilles idées qui sont en vigueur en Israël depuis plus de 20 ans, le président Emmanuel Macron essaye de faire subir à la France. On sait ce que c'est que les start-up, d'ailleurs le modèle commence à être complètement dépassé. C'est dans la majorité des cas d'immenses gâchis de capital.
Dans un certain nombre de cas, c'est un quasi-esclavage qui assure des millions ou des milliards aux quelques euros inventeurs d'une idée. Et puis dans le dernier cas, c'est juste ce qui a permis à un certain nombre d'oligopoles d'importance mondiale de servir des intérêts qui n'étaient pas ceux de leur pays et qui ne sont en aucun cas des objectifs de progrès des populations et de progrès global de la société. Ce modèle des start-up, ce modèle du libre-échange, ce modèle de l'individu absolu, il est en échec partout dans le monde. Est-ce que vous croyez que la Chine ne préfère pas les Chinois? Est-ce que vous croyez que l'Amérique ne défend pas d'abord des American Citizens? Est-ce que vous ne voyez pas que le Brexit, c'est d'abord la réaction de Britanniques qui se sont sentis choqués, vexés et atteints au fond de leur conscience quand, par exemple, et j'ai entendu des expressions fortes à cet égard, des pays comme l'Allemagne ont prétendu faire à la leçon à la Grande-Bretagne sur le droit de vote des condamnés à des peines pénales, bref, quand l'Allemagne a prétendu faire la leçon aux Britanniques sur les droits de l'homme. Il y a juste des choses qui ne passent pas quand on a une conscience historique et quand on se souvient de quelques épisodes du XXe siècle. Je regrette que la conscience historique française soit tellement anesthésiée qu'on rêve d'un Gauleiter allemand pour s'occuper des affaires intérieures de la France et qu'on soit en train tout doucement d'ouvrir la possibilité aux polices, voire à l'armée allemande, d'intervenir sur le sol français. Est-ce qu'on verra des policiers allemands intervenir pour en finir avec les gilets jaunes? C'est une question que nos amis si prompts à réveiller les souvenirs de notre mémoire devraient quelquefois rappeler. Ce que je suis en train de dire, c'est que there is no alternative, c'est pas ça la politique, c'est des alternatives. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on dit que la société n'existe pas, on livre le monde à une poignée de prédateurs, milliardaires, capables d'imposer leurs idées et surtout les idées de leurs intérêts partout, et la misère est totale pour le plus grand nombre. Ce sont les situations de paupérisation accélérée de nos classes moyennes, c'est la situation de désaménagement de notre territoire que nous constatons, et c'est quelque part une situation de prédation généralisée qui est en train de rompre avec tout ce qui a fait notre vie politique depuis au moins 2 siècles, et qui reposait sur une chose très simple: le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de nous rendre compte que la société, ça compte. Nous sommes en train de nous rendre compte que la plus grande partie de nos classes moyennes doivent leur relative prospérité, leur stabilité, leur confiance de l'avenir à l'existence d'une société qui a quelque chose à dire sur les revenus, qui a quelque chose à dire sur l'emploi, qui a quelque chose à dire sur l'investissement. Et pour terminer d'un mot, une stratégie d'intérêt national en matière industrielle, une politique nationale de l'emploi, des salaires et des revenus, ça ne sont absolument pas des gros mots, c'est probablement ce qu'il faudra que la France aussi s'apprête à conduire demain. Dernier mot sur ce qui ne fonctionne pas ou sur les échecs actuels. Et celui-ci est peut-être le plus lourd pour moi, c'est le fait qu'à force de nous raconter que nos valeurs sont universelles et que le monde n'attend que de les adopter, c'est une déclaration fort imprudente de Tony Blair, qui a fort bien transformé cette déclaration en conférence payée $100 000. Ça sert à ça l'universalisme des valeurs. Ces valeurs sont tellement universelles que partout ailleurs dans le monde, on dit que ce sont les valeurs de l'Occident. Et que d'ailleurs de plus en plus elles sont refusées. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois qu'une des caractéristiques très fortes de mon état de situation de l'Union européenne et de notre conscience européenne, et j'emprunterai cette phrase à Heidegger. Heidegger dit que la pierre n'a pas de monde, la pierre n'a pas de conscience à l'extérieur du monde. L'animal est pauvre en monde, en gros il ne retire du monde que ce qui est nécessaire pour sa survie. L'homme lui est riche en monde, parce que l'homme a une capacité considérable à se projeter vers l'autre et à comprendre ce qui n'est pas lui. Eh bien je crois que l'universalisme de pacotille diffusé par l'Union européenne nous rend gravement pauvres en monde et nous rend beaucoup plus incapables de comprendre le monde que ne l'étaient nos parents, nos grands-parents. Et je vais prendre 2 ou 3 exemples très simples. Je crois qu'un des grands problèmes de notre confrontation, de nos rapports complexes avec l'islam, c'est que nous avons choisi de ne plus savoir ce qu'est une religion. Un peu partout dans le monde, et je choisis à dessein des exemples éloignés, si je suis hindou en Inde,
si je suis adepte du vaudou en Amérique latine ou en Afrique, si je suis un des nouveaux croyants évangélistes au Nigeria ou à Madagascar, si je suis adepte de certaines sectes en Chine, la religion, c'est le tout d'une vie. Et pour la croyance en une religion, des hommes et des femmes sont prêts à tout sacrifier, à tuer ou à mourir. Ce sont des choses qu'on ne peut plus dire dans notre Union européenne et ce sont des choses dont nous avons totalement perdu conscience. Et je crois que ça explique à la fois un vide stratégique et une incompréhension absolument majeure quand nous sommes confrontés à des vrais croyants, c'est-à-dire à des gens qui sont capables de mettre leur vie en jeu pour leur foi, pour leur symbole ou pour leur espérance. C'est un appauvrissement considérable de l'Europe, parce que je ne vous étonnerai pas en disant qu'il y a simplement 30 ou 40 ans, par exemple dans ma Bretagne natale, mais je pourrais prendre combien d'autres régions en France, le fait religieux était parfaitement compris, intégré à la vie, y compris de gens parfaitement laïcs, ce qui donc les rendait parfaitement aptes à comprendre les adeptes d'une religion, les croyants d'une religion partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes devenus aveugles aux faits religieux. Et aujourd'hui, nous avons des œillères dès que nous prétendons traiter du fait religieux. Ce vide que certains qualifieraient de spirituel dans lequel nous enfonçons, je le dis en passant, c'est quand même l'une des origines de ce mouvement très surprenant pour les penseurs de la pensée unique, qui n'est généralement que l'absence de pensée, quand ils constatent l'ampleur des conversions d'agrégés de philosophie en Normandie ou de parfaits petits bretons à Vannes, convertis à l'islam, et dont certains ont même tenté d'aller rejoindre le djihad en Syrie. C'est tout simplement parce que ce vide spirituel est comblé, et qu'aujourd'hui, et je le dis, pour des milliers ou des dizaines de milliers de Français, enracinés, comme l'on dit, eh bien l'islam représente quelque chose, source de certitude, après quoi ils sont désespérément en quête. Nous avons perdu le sens de ce qu'est une religion, et donc nous sommes aveugles à la marche d'une grande partie du monde qui reste déterminée par le fait religieux. Ce que nous avons également perdu, c'est l'aptitude à comprendre l'altérité, l'aptitude à comprendre l'autre, qui n'est pas destiné à vivre comme nous, qui n'est pas destiné à se fondre dans le grand tout mondial, mais qui en tant qu'autre mérite le respect, l'intérêt, la curiosité. Je dis cela en pensant à toutes ces familles bretonnes qui ont compté des missionnaires, aussi des colons, des soldats engagés dans les guerres coloniales, et qui avaient une infinie proximité avec ces Maliens, ces Malgaches, ces Togolais, etc., ces Congolais, tout simplement parce que le rapport à la terre, le rapport à la frontière, le rapport à la famille était à peu près le même que celui de ces gens qu'ils rencontraient. Et là encore, c'est quelque chose avec lequel nous avons rompu. Aujourd'hui, un paysan français, encore plus si c'est un heureux céréalier de la Beauce, n'a rien à dire à un éleveur touareg ou à un paysan bambara du Mali. Ils sont dans des univers techniques, ils sont, pour le français, dans une sortie du sol, absolument totale, alors que les autres demeurent des hommes de leur territoire, de leur sang et de leur terre. Et ça, c'est un second facteur de cette étrangeté du monde qui nous saisit. Je terminerai en disant que, échec du libre-échange et de l'économie à la place du politique, échec de l'individu tout-puissant, mais encore plus, et c'est grave pour les années à venir, échec d'une Union européenne qui a sorti l'Europe de l'histoire et du monde, échec d'une Union européenne qui a cru un peu naïvement que tout ce qui pouvait arriver de bien à un Chinois, à un Malien, à un Malgache, c'était de devenir des Européens comme les autres. Ça n'est pas le cas. Ce qui peut arriver de mieux à un Malien, à un Malgache ou à un Chinois, c'est que leur pays réussisse, c'est qu'ils soient fiers et heureux d'être ceux qu'ils sont, dans leur cadre de vie, dans leurs liens et dans leurs appartenances. À vouloir nier l'importance de ces liens, de ces appartenances et de ces permanences dans l'histoire, l'Union européenne met gravement l'Europe en danger de cécité absolue aux enjeux géopolitiques et aux enjeux politiques qui agitent le monde. Ayant dit cela, et en craignant d'être trop long, je voudrais m'avancer sur ce qui résulte de cet état des lieux et de ce qui fait pour moi le moment politique que nous sommes en train de vivre. La phrase m'a été un peu reprochée, je viens de la publier sur mon site.
Je crois que tout ce qui nous sépare aujourd'hui du chaos, c'est la nation. Et je caractériserai le moment politique que nous vivons en disant que oui, le politique est en train de reprendre la main. Oui, partout dans le monde se dressent les frontières, parce que la frontière est une condition de la liberté humaine, de la souveraineté et de la démocratie. Oui, partout dans le monde, on est en train de sortir de l'économie triomphante, même si on ne sait pas très bien ce qui va la remplacer. Le seul problème, et nous allons y être confrontés durement dans les mois et dans les années qui viennent, c'est que l'Union européenne agit comme un hallucinogène puissant pour nous rendre totalement aveugles à ce qui se passe autour de nous. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir, mais c'est la source de l'urgence politique que nous sommes en train de vivre. Cette urgence politique, je la résumerai en 2 ou 3 points, et je vais tout doucement commencer à répondre à l'invitation qui m'a été faite à aborder le thème de l'écologie. Ce moment politique, c'est celui où nous avons encore les moyens, mais le temps presse, de reprendre en main notre destin. Reprendre en main notre destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire en finir avec un coup d'état du droit qui fait que, sans trop que nous nous en soyons rendus compte, ce ne sont plus nos assemblées, ce ne sont plus nos élus, nous sommes sortis d'un régime représentatif, à beaucoup d'égards nous sommes sortis de la démocratie. Ce sont des comités d'experts, ce sont des comités des sages, ce sont les quelques 1500 autorités indépendantes de quoi, qui existent en France, qui décident de nos lois, qui décident de notre politique et qui décident de nos vies. Vous en avez des exemples saisissants avec des décisions de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Personne ne sait très bien comment les juges sont nommés, personne ne sait très bien à qui ils rapportent, personne ne sait très bien quelles sont leurs responsabilités et s'ils ont quelque part des responsabilités, mais tout le monde sait très bien qu'un certain nombre de jugements portent gravement atteinte à la démocratie, si la démocratie c'est bien la capacité des peuples de décider des lois qui s'appliquent sur leur territoire. Et vous savez qu'un certain nombre de leurs décisions posent gravement atteinte à la sécurité des biens et des personnes en Europe. Je pense à cet exemple assez intéressant des décisions Conseil de sécurité face au terrorisme, invalidées par la Cour de justice et par la CEDH, notamment parce qu'un terroriste remis en liberté ne pouvait pas être extradé vers le pays du Sud dont il est originaire parce qu'il y risquerait la peine de mort. Nous sommes sans arrêt face à des jugements de ce type qui paralysent l'activité de nos services de sécurité et qui, quelque part, mettent gravement en danger la sécurité des citoyens et des citoyennes en Europe. Le moment politique que nous vivons, c'est le moment où nous devons en finir avec le coup d'état du droit. C'est le moment où ce principe démocratique qui est que les peuples font leurs lois sur leur territoire doit redevenir la règle de base. C'est d'ailleurs ce que rappelle en permanence, pour celles et ceux qui suivent les travaux européens, la Cour de justice de Karlsruhe. Vous savez que la Cour de Karlsruhe ne cesse de dire « On est désolé, l'Union européenne vote ça, mais ça ne s'appliquera pas en Allemagne parce que ça n'est pas dans nos principes constitutionnels. » On pourrait rêver qu'en France, on sache dire de la même manière, tel ou tel texte est contraire à notre démocratie, est contraire à ce que veulent les Français, et donc ça, tout simplement, ça ne s'appliquera pas chez nous. On peut un peu rêver, mais on peut aussi espérer le changement. La deuxième nécessité du moment politique, elle est plus vitale. J'ai grandi dans un monde où on parlait probablement 10 000 langues. J'avais quelque part le rêve de rencontrer un certain nombre de gens qui parlent ces langues exotiques un peu partout dans la planète. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où probablement 8000 de ces langues ont disparu. Et chacune de ces langues qui disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est une manière de sentir, c'est une manière de se projeter dans le monde, c'est une manière d'entretenir des relations avec les autres qui disparaît. Vous entendez beaucoup parler de la disparition de la biodiversité. Disparition des espèces animales, disparition des espèces végétales, appauvrissement de notre milieu naturel. Combien d'entre vous à Paris ont entendu des passereaux, des petits oiseaux chanter, alors qu'ils étaient présents à peu près partout il y a encore 10 à 20 ans. Et on sait que dans certaines régions, par exemple de la Grande-Bretagne, on est sur une disparition de 60 à 80% et des oiseaux et des insectes en milieu urbain. Mais ce n'est pas ça le plus grave.
la perte de la biodiversité, elle est extrêmement grave si elle se conjugue à d'autres choses, parce que c'est quelque part la bouée de sécurité de notre alimentation et de notre agriculture. J'y reviendrai peut-être. La perte la plus grave de diversité, c'est la perte de diversité des sociétés humaines. Ces 10 000 langues qui étaient parlées au temps de mon enfance, ces centaines, ces milliers de sociétés protégées par le climat, protégées par le relief, protégées par la distance des relations et des échanges avec l'extérieur, se sont progressivement vues convoquées au mythe du progrès universel, ont vu leurs ressources progressivement confisquées au bénéfice de la globalisation marchande, et peu à peu ont vu leurs différences balayées par l'uniformisation des médias, des moyens de communication, d'Internet, du téléphone portable, etc., etc. Ce mouvement d'uniformisation du monde, il a été extraordinairement violent et extraordinairement destructeur au cours des 30 dernières années. Il se trouve que j'ai eu à subir dans des pays du Sud l'intrusion dans des sociétés rurales stabilisées, sédentaires, je dirais heureuses sur leur terre, dans une pauvreté relative, mais dans une dignité remarquable. J'ai vécu l'agression violente d'ONG essentiellement nord-américaines, arrivant avec des 4x4 rutilant, des groupes électrogènes, des écrans, et déstabilisant totalement en quelques semaines un cadre de vie séculaire, tout simplement en faisant miroiter que si chacun avait un 4x4, l'air climatisé et une piscine dans son jardin, ça irait beaucoup mieux. Cette violence-là, Claude Lévi-Strauss l'a fort bien dénoncée en son temps en constatant la brutalité sans fin des missionnaires américains au Brésil. Le monde entier y est confronté. Et nous devons être conscients de deux choses. Cette perte de la diversité, c'est une perte des chances de survie de l'espèce humaine. Tout simplement parce que le monde ne survivra pas si 10 milliards d'êtres humains désirent les mêmes choses. Le propre d'une civilisation, le propre d'une culture et le propre d'une religion, c'est que les hommes partout sur la planète ne désiraient pas les mêmes choses. Certains désiraient être des héros, d'autres désiraient être des sages, un petit nombre désirait être des saints, certains poursuivaient la conquête du monde, d'autres poursuivaient la conquête de leur fort intérieur par la méditation, d'autres encore recherchaient le paradis sur terre par la frugalité et par le jeûne, comment ne pas en parler en ces temps de carême, et d'autres recherchaient, dans le pouvoir, dans l'honneur ou dans la gloire, les secrets d'une vie réussie. Tout ça est aboli. Tout ça est aboli parce que le modèle unique qui a été imposé au monde, c'est l'enrichissement individuel sans limite, sans fin et par tous les moyens. Et inutile de dire que cette uniformisation-là, c'est l'arrêt de mort de l'humanité telle que nous la connaissons. Si 10 milliards d'hommes et de femmes sur la planète ne cherchent que leur enrichissement personnel sans fin, nous allons vers la guerre finale pour les ressources et nous allons vers un conflit généralisé qui fera très peu de survivants et probablement qui relancera la dynamique ou la dialectique du maître et de l'esclave. Un grand nombre choisiront de vivre protégés et soumis plutôt que de se battre. Un petit nombre, ceux qui auront choisi de se battre, vivra en maître. Et on retrouve quelque part nos amis start-upers et les nouveaux milliardaires du monde de la guerre universelle vers lequel nous nous précipitons. La deuxième conséquence de cette perte de diversité, c'est que ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer pourquoi ? Parce que la condition politique de l'humanité, c'est la diversité. Je vais vous renvoyer aux travaux des grands ethnologues du XXe siècle, Margaret Mead, etc., etc. Ils constatent quoi ? Que le génie de l'humanité et le génie des sociétés humaines, c'est que deux groupes humains placés dans les mêmes conditions géographiques, climatiques, etc., au bout d'un certain nombre de siècles, vont développer des cultures radicalement différentes. Le génie humain, c'est de recréer de la diversité. C'est exactement l'inverse des tableaux que Rafik Hariri nous présente. Nous allons vers l'uniformisation, tous les hommes sont les mêmes et la planète va vers son unité. C'est totalement antagoniste aux conclusions de tous les ethnologues. Tout ce que l'on constate quand on suit l'histoire des communautés humaines, c'est qu'à partir de troncs communs, les sociétés politiques libres créent de la diversité. Nous n'irions vers une uniformisation de l'humanité qu'au prix d'une dictature mondiale, que certains naturellement rêvent d'instaurer, notamment nos grands amis des GAFAM venus de Californie.
La vraie menace totalitaire de notre temps, elle est là. Elle est dans le post-humanisme, dans le transhumanisme. Et la véritable menace totalitaire pour l'humanité, elle est dans le pouvoir absolument délirant que nous avons laissé prendre aux maîtres du net et des réseaux. Mais c'est un autre débat. Cette perte de diversité-là, elle touche à sa fin. Partout dans le monde, je constate ce qu'un ethnologue français a appelé l'insurrection de la différence. Partout dans le monde, je constate la montée des frontières. Et ça, c'est aussi le moment politique que nous vivons. Le moment politique, c'est le moment où la frontière reprend ses droits. C'est le moment où partout, de l'Arabie Saoudite au Yémen, de la Chine à l'Asie centrale, entre l'Inde et le Pakistan, entre les États-Unis et le Mexique, etc., etc., partout les frontières se reconstruisent, partout les sociétés humaines se reconcentrent sur leur unité interne, partout les nations reconstruisent des séparations pour retrouver leur unité. Et ça me conduit à ce dernier message sur le moment politique que nous vivons. Et c'est un message qu'il faudrait porter haut et clair à toutes celles et tous ceux qui, dès que nous parlons de frontières, dès que nous parlons d'unité nationale, nous objectent discrimination, exclusion de l'autre, mépris de l'autre, etc. Il faut dire haut et clair deux choses. La plus grande insulte ou le plus grand mépris qu'on puisse témoigner aux autres, à ces autres que sont mes amis marocains, mes amis chinois, mes amis congolais, c'est de penser qu'ils n'ont pas d'autre avenir que de devenir comme nous. Leur véritable avenir, c'est dans leur identité, d'approfondir ce qu'ils sont avec leur liberté politique et avec l'affirmation de leurs différences. Et puis il faut dire une seconde chose, qui, quand j'ai publié La Grande Séparation, a fait débat, y compris au comité directeur du Parti Socialiste. Une des plus grandes gloires de ma vie, c'est d'avoir fait débat au comité directeur du Parti Socialiste. J'en frémis encore de fierté. Je suis un peu malheureux sur les résultats électoraux que ça a généré pour eux, c'est un autre sujet. C'est tout simplement le fait que, vous le savez bien, en France, il est interdit par exemple de discriminer sur les chantiers un ouvrier en fonction de sa langue. Donc un ouvrier qui ne parle que le persan ou le tuamotu a sa place sur les chantiers. Et il est interdit au chef de chantier de dire que ça peut présenter des risques, parce que s'il ne comprend pas le français, il peut y avoir des situations qui vont mettre en danger toute l'équipe. C'est interdit de le dire, c'est une discrimination fondée sur la langue. La seule discrimination totalement aveugle, c'est la discrimination liée à l'argent. Parce que évidemment que les discriminations liées à l'argent sont partout. Évidemment que selon la couleur de votre carte de crédit, selon les codes et les passes que vous avez, vous n'aurez pas les mêmes accès au siège des sociétés du CAC 40, vous n'aurez pas les mêmes accès au guichetier de votre banque ou à la banque privée, vous n'auriez pas les mêmes accès aux soldes privés. Il y a même des boutiques à Londres où vous n'avez pas le droit d'entrer si vous n'avez pas une carte de crédit de la bonne couleur. C'était plutôt doré dans le passé, maintenant c'est plutôt noir, on va bientôt inventer d'autres couleurs. Mais enfin, si vous n'avez pas la bonne couleur, y compris au moment des soldes, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la boutique, c'est pas pour vous. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les discriminations fondées sur l'argent sont partout, et celle-là, personne n'y trouve à redire. Et ça mériterait un tout petit peu plus d'attention de ces étranges socialistes qui ont sacrifié le peuple à l'individu et à la piété pour le migrant. Ça peut-être pourrait justifier un peu plus d'attention de cette droite qui se dit républicaine et qui a sacrifié la nation à la mobilité internationale des capitaux. Je le répète, nous prétendons n'accepter aucune discrimination, ni l'âge, ni l'origine, ni le sexe, etc. Vous connaissez ça comme moi par cœur. Mais l'argent, lui, peut faire toutes les discriminations possibles à tout moment, pour n'importe qui et partout. C'est le monde de l'individu absolu, et c'est le monde dont nous sommes en train de sortir. Quand Donald Trump proclame « America Great Again », quand Xi Jinping proclame « le temps du rêve chinois est revenu », ça s'adresse bien à tous les Américains, et ça s'adresse bien à tous les Chinois, et ça dit quelque chose que nous avons probablement oublié, mais que nous devons réinventer très vite. Entre nous, Français, ce qu'il y a eu de meilleur dans certaines grandes circonstances historiques, entre nous, Français, ce qu'il doit y avoir de meilleur demain, tout simplement, que nous partageons tous et qui est notre bien commun le plus précieux, c'est tout simplement la France. Ça, c'est la citoyenneté, ça, c'est le patriotisme, et ça, probablement, c'est la vraie voie de la renaissance des nations en Europe. Alors, pour conclure un peu rapidement, qu'est-ce qui va se passer et comment je vois la suite dans ce moment politique? Je vous l'ai dit,
je vois l'insurrection des différences. Et c'est pour moi la clé de la survie de l'espèce humaine. La diversité humaine, elle est née de l'adaptation des sociétés aux conditions climatiques, aux conditions géographiques, aux conditions environnementales du territoire où elles étaient implantées. Ça fait que les Esquimaux n'ont pas le même genre de vie que les nomades Peuls. Ça fait que les Chinois des grandes plainaries n'ont pas le même mode de vie que les quasi-nomades de Sibérie, les Tchouktches ou les Nénètes, etc., etc. L'idéal de la globalisation heureuse nous a fait perdre cela. L'idéal de la délégation saoudienne que je rencontrais la semaine dernière à Bruxelles, et ils le disent très clairement, dorénavant, le climat n'existe pas puisque tout est climatisé. Nous passons d'une voiture climatisée à un appartement ou un palais climatisé, à une salle de sport climatisée, un centre commercial climatisé, et on peut même, vous le savez bien, on peut même faire du ski à Dubaï ou à Riyad, il y a des pistes de ski. Ça, c'est un monde condamné et condamné très vite. Je vais simplement vous donner 2 chiffres. Si l'on continue à ce rythme, les seules dépenses de climatisation dans les pays tropicaux ou équatoriaux consommeraient plus d'énergie que la totalité des industries dans ces pays. Si nous continuons comme nous sommes partis, Internet, les centres serveurs et les nécessités de refroidir les machines consommeraient 15 à 18% de l'énergie mondiale en 2030. C'est autant d'énergie en moins pour autre chose. Ça veut dire que ce monde de l'uniformisation est condamné. Ça veut dire que j'ai quelquefois dans mes rêves les plus fous la vision de Dubaï redevenue des carcasses de fer, d'acier, d'aluminium et de verre dans un désert absolu. Parce que c'est insoutenable. Parce que les conditions de vie totalement artificielles qu'a créées la modernité sont tout simplement insoutenables. Et j'ai eu une révélation récemment en visitant le salon de l'agriculture, c'est d'entendre ces céréaliers, d'entendre ces agriculteurs dire mezzo voce, une des premières fonctions de l'agriculture dans les années à venir, ça va être de cultiver la terre. Et comme l'expression n'était pas très claire, on leur a demandé d'expliquer. Ils disent cultiver la terre, c'est bien simple, il ne faut pas trop en parler. Mais au rythme actuel, saturation d'engrais chimiques, saturation de etc., et sursollicitation des sols depuis des décennies, tenez-vous bien, et les chiffres sont dans un colloque qui s'est tenu en Chine l'an dernier, qui s'appelle Obor, les chiffres sont publics, sous l'égide des Nations Unies, 30% des terres arables dans le monde risquent de ne plus être fertiles dans les 10 ans à venir. Ça veut dire que la première fonction de nos céréaliers de la Beauce et de la Brie, nos agriculteurs bretons, basques ou alsaciens, ça va plus être d'avoir des récoltes, ça va être de redonner à la terre sa fertilité et sa fécondité. Vous voyez qu'on est totalement sorti de l'économie extractive et prédatrice que nous connaissions. Vous voyez qu'on est en train d'être confronté aux limites d'un système qui est le système de la technique, et qui est le système fondé sur cet espoir insensé que la technique résoudra tous les problèmes que crée la technique. Ça, c'est en train de s'achever. Ce que nous sommes en train de découvrir, c'est que l'abondance des moyens de la vie est en train de détruire les conditions même de la vie. La climatisation détruit les conditions de vie. Internet et l'addiction à Internet est en train de détruire les conditions de vie, avec des conditions de consommation d'énergie que j'évoquais qui sont absolument affolantes. C'est pas hasard si des centres de calcul pour le Bitcoin sont localisés au Rwanda, tout simplement parce qu'au Rwanda, il y a énormément d'eau, et il faut des quantités astronomiques d'eau pour rafraîchir les machines. C'est un peu analogue aux centrales nucléaires, les immenses centres serveurs. Bref, nous sommes réellement confrontés à une apocalypse des ressources, et un certain nombre de peuples dans le monde vont être confrontés à une apocalypse de leurs conditions de vie. Alors en vous disant cela, j'ai une image très forte qui me revient. C'est l'image de ces quasi-nomades du Grand Sud de Madagascar qui vivent dans des maisons semi-enterrées à 1,50 m, 2 mètres en dessous du sol, parce qu'ils sont confrontés quelquefois à des températures qui peuvent dépasser les 45 ou 50 degrés. Ils sont confrontés aux vents peut-être les plus violents du monde, avec les vents de l'Arctique ou de l'Antarctique. Ça souffle assez souvent à 180-200 km/h. Et ils se sont donc construits un habitat capable de leur permettre à l'homme de résister à ces conditions extrêmes. Eh bien, j'ai quelquefois l'impression que l'humanité sera sauvée par ce qui reste de diversité,
et qu'en cas d'apocalypse nucléaire, en cas de pénurie globale des ressources, en cas d'accident environnemental non spécifié aujourd'hui mais de plus en plus probable, c'est probablement parce qu'il existe encore des nomades tout à fait au nord de la Finlande et de la Norvège, c'est parce qu'il existe encore des peuples qui nomadisent quelque part dans la Grande Sibérie, c'est parce qu'il existe ces peuples qui vivent semi-enterrés sous le sol et qui sont probablement capables de survivre à l'apocalypse atomique ou à toute apocalypse écologique. C'est probablement par cette diversité-là que l'humanité survivra et reprendra son cours. La préserver, c'est le sens que je donne à l'écologie humaine et à l'écologie des civilisations. La préserver, c'est le sens que je donne à cette écologie des civilisations qui procède du propre de toute culture, qui est d'imposer des limites. Du propre de toute culture, notamment dans le cadre familial, qui est de suggérer la transmission, le lien entre les générations, et donc la projection de soi-même au-delà du temps de la vie et du temps d'une vie. La véritable écologie humaine, c'est donc le respect de ces cultures et de ces civilisations qui va avec la frontière, qui va avec la limite, qui va avec les liens et les appartenances, qui va avec les enracinements et qui va avec les différences, quelque part, qui va avec les séparations nécessaires. Ce sont les séparations qui sauveront la diversité, ce sont les séparations qui nous sauveront. Ça, c'est le visage à venir de la nation bien dans ses frontières, bien dans son identité, et d'une France qui vit dans une Europe qui la laisse vivre. Merci. Merci mille fois Hervé Juvin. Je suppose que vous avez 100 questions ou juste une seule. En tout cas, il y a matière à demander à M. Juvin de prolonger sa réflexion, qui a juste balayé à peu près tout ce que l'univers avait créé depuis 40 ans. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question? Je vais en poser une. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie de votre exposé qui avait d'une très grande clarté. D'abord, un premier point qui illustre votre propos. Bruno Le Maire avait l'intention de taxer les GAFA. Et évidemment, l'Amérique a défendu ce qui sont ces entreprises. Et donc à ce moment-là, Le Maire a dit, non pas l'Europe est souveraine, il a répondu, son propos est d'aujourd'hui, la France est souveraine et elle a le droit d'appliquer le droit qu'elle veut. Mais le problème, c'est que Bruno Le Maire était européiste. Donc ça correspond tout à fait à votre propos, et c'est tout à fait récent. Mais ma question, c'est que malheureusement, en France et puis dans toute l'Europe, nous sommes gouvernés par des gens qui sont jeunes encore et qui ont toute l'idéologie que vous avez définie et qui date, que leur ont enseigné leurs professeurs de Sciences Po, parce qu'en gros c'est ça. Et d'HEC. Ou de l'ENA. Voilà, et de l'ENA, oui, c'est ça, ils récitent leurs cours. Et vous êtes en train de nous montrer sur une sorte de plan idéal une rencontre qui risque d'être catastrophique de deux courbes. C'était votre propos de la fin. Alors, vous vous êtes gardé d'expliquer ce que ça pourrait être, mais moi je vous pose la question, comment voyez-vous la chose? La question que soulèvent les propos de notre ministre Bruno Le Maire est extrêmement simple. Est-ce que nous avons une conscience de notre intérêt national et est-ce que nous sommes capables, à partir de cette conscience et de cette lucidité, de développer des stratégies? Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le vide stratégique. L'Union européenne est en apesanteur et on peut craindre, comme l'avion d'Ethiopian Airlines, on peut craindre le krach brutal. Parce que ça se termine mal, l'apesanteur politique. Ce que j'ai constaté, puisque certaines et certains le savent peut-être, j'ai passé un peu 2 ans de ma vie à travailler sur l'extraterritorialité du droit américain. C'est que nous sommes formidablement désarmés face à des intrusions de la puissance américaine qui emploie tous les moyens de la puissance pour réduire nos entreprises à l'obéissance, mais qui ne fait somme toute que ce qu'ont fait toutes les puissances du monde. Moi, ce qui me sidère, c'est l'état d'inconscience stratégique de ces dirigeants français à qui, par exemple, je pose la question, qui m'a été posée par des interlocuteurs américains.
On comprend bien que vous n'appréciez pas beaucoup notre Department of Justice et vous n'appréciez pas beaucoup ce que nous avons fait pour Alcatel et pour Alstom. Mais vous qui êtes plutôt soucieux des intérêts nationaux de la France, est-ce que vous n'êtes pas soucieux que c'était la Chine qui aurait acquis les brevets d'Alcatel et c'était la Chine qui aurait acquis les technologies d'entretien de vos moteurs nucléaires détenues par Alstom? Mais les interlocuteurs américains qui posent ça sont simplement des gens totalement conscients du jeu stratégique et du jeu des puissances, qui essayent de jouer des pions sur un échiquier, alors que mes interlocuteurs français, dans leur grande majorité, sont totalement inconscients. Ils disent, les méchants américains nous ont pris Alcatel et nous ont pris Alstom, sans avoir aucune réponse au sujet, mais est-ce que vous auriez préféré que ce soit les Chinois? Et la réponse qui s'impose, non, il fallait que ces sociétés restent françaises et qu'elles développent des stratégies françaises. À peu près personne spontanément ne me fait la réponse. Et je m'entends simplement répondre, non mais on n'avait pas les milliards, donc on ne pouvait pas les sauver. Ça serait ma réponse à votre question. Je vais me permettre de la prolonger un peu plus. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de croiser notre ministre Nathalie Loiseau quand elle dirigeait l'ENA. C'était d'ailleurs assez curieux puisqu'elle-même n'est pas énarque. Nathalie Loiseau, je l'ai croisée, elle était concierge de l'ENA. Elle était concierge de l'ENA parce que son travail essentiel, c'était d'ouvrir toutes grandes les portes de l'ENA à l'Union européenne et à la mondialisation, et de détruire dans les cursus d'enseignement de l'ENA tout ce qui aurait pu faire penser à une souveraineté française, tout ce qui aurait pu faire penser par exemple à un droit public français ou à une autonomie juridique et politique française. Son travail était de déconstruire la France, et de déconstruire la France dans l'esprit des stagiaires de l'ENA pour mieux y installer l'autorité de l'Union européenne. C'est ça aujourd'hui le vrai visage du gouvernement français, et c'est ça le vrai visage de ce que j'appelle les jeunes vieux. Parce qu'ils ont probablement l'allure de la jeunesse. La réalité, c'est qu'en permanence, ils essayent de recycler des idées des années 80 ou 90 dont plus personne ne veut ailleurs dans le monde. Et quelque part, on est en train de devenir le cimetière des idées mortes, simplement dans un tel état de censure, de pensée unique et de pensée conforme, qu'il est extrêmement difficile de le dire et de l'expliquer. Et c'est pourtant la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je ne peux qu'ajouter un mot. Pour avoir été conscient et avoir commencé à écrire à un moment où les penseurs français, c'était l'avant-garde du monde, c'est juste les penseurs français qui ont rendu folle l'université américaine. L'université américaine est pleine des idées françaises qui les ont rendus fous. Aujourd'hui, l'Union européenne a mis en panne la pensée française, comme d'ailleurs la pensée allemande, italienne ou britannique, et aujourd'hui, nous sommes en train d'être dans le dernier wagon du train de la civilisation, du train de la culture et du train de la politique mondiale. Et ça me paraît extrêmement grave parce que ce sont les conditions même de stratégie gagnante qui sont en train de disparaître. Merci beaucoup pour cette réponse. J'avais une question d'une ampleur nettement moins grande, vous me pardonnerez. C'était sur la politique énergétique. Vous avez dit que le développement de l'informatique nécessitait des ressources énergétiques incroyables. Et en fait, on sait effectivement qu'il y a une croissance de 9% par an, juste due au digital, des besoins énergétiques par rapport à une croissance des besoins énergétiques globaux de 2,5%. Donc ça, on le dit, c'est dans les échos, etc. Comment se fait-il que les politiques français et de l'Union européenne, d'un côté, nous expliquent qu'il faut avoir une politique énergétique plus sobre, plus frugale, et de l'autre côté, soient en train de mettre en avant la digitalisation accrue du monde? Et de la même manière, comment se fait-il que l'Union européenne prétende assurer une certaine puissance et par ailleurs est incapable de mettre en place les outils nécessaires, législatifs, pour contrer l'influence américaine en Iran et contrer en fait les sanctions américaines par rapport aux entreprises européennes? Enfin, autrement dit, comment se fait-il qu'il y ait une schizophrénie permanente? Je vais répondre à votre question par un mot simple. On va tous pleurer. La naïveté inconcevable de gouvernements européens qui font passer le traitement de fonctions administratives importantes, par exemple les impôts que vous payez, vos déclarations aujourd'hui mensualisées, avec le prélèvement à la source, en totalité par Internet, sachant que tout ce qui passe sur les réseaux et sur Internet peut être capté par des puissances étrangères. Il n'y a aucune solution garantie 100%, il y a probablement des gens dans la salle qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, il n'y a aucune solution garantie 100%. Ça veut dire qu'à tout moment, ce que vous mettez sur les réseaux
peut être utilisé par une puissance étrangère, soit pour paralyser les traitements administratifs, soit pour falsifier les données, soit pour provoquer des aberrations, bref, soit éventuellement pour détourner des fonds, ou détourner des données, ce qui aboutit à peu près à la même chose. Des États baltes qui ont imprudemment mis la totalité de leur administration sur Internet ont simplement vu leur état civil et leur vie publique totalement bloqués, tout simplement, probablement parce qu'ils avaient fait des choses qui ne plaisaient pas à leurs grands voisins russes. Ça, c'est la situation dans laquelle une administration totalement inconsciente, et j'ai envie de dire au pied de Bill Gates, au pied de Jeff Bezos, etc., sidérée par la richesse et par l'accumulation de puissance de ces gens, on leur a livré pieds et poings liés les données privées, les données publiques, les données des collectivités territoriales, des hôpitaux, etc., de la France. Je me permettrai même un mot pour les initiés. Quand je vois qu'une des grandes directions du renseignement français confie son informatique à une filiale notoire de la CIA, on ne peut qu'en être étonné. Bref, Palantir pour ne pas la citer. Alors, la réponse à votre question, on va pleurer, c'est-à-dire que la prise de possession par Internet, par les data centers, par le cloud, peut-être avez-vous le cloud out américain qui dit en gros que tout ce qui est mis sur un cloud américain est à disposition des services de renseignement américains et de la puissance américaine, si tant est que ses intérêts stratégiques sont concernés. Ça veut dire que tout ce que vous donnez à une société de conseil américaine, un cabinet d'avocats américain, un cabinet de recherche américain, des organisations de sécurité privée américaines, etc., tout ce que nos entreprises localisent sur des clouds, qui sont des filiales d'Amazon, qui sont des filiales de Google ou autres, même localisées en France, sont à la pleine et totale disposition du gouvernement américain. Anesthésie totale ou quasi totale, absence pour l'instant quasi totale de réaction, quelques sursauts qui conduisent à constater cette réalité assez amusante, même pour Bruno Le Maire, européiste convaincu, les grands discours sont européens, quand on en vient en réalité, elle est nationale. Parce qu'il n'y a qu'au niveau de la nation qu'on soit capable d'agir et de prendre des décisions stratégiques. Je ne sais pas où ça nous conduit. Ça me conduit simplement à penser que le sujet de la privacy, le sujet de la conservation des données privées des Français va devenir un sujet absolument essentiel. Ça me conduit à penser qu'un gouvernement responsable devrait recréer des processus analogiques et des processus humains pour que chacun de nous, soit parce qu'il n'a pas accès à Internet, soit parce qu'il n'est pas confiant dans Internet, puisse traiter en papier, en face à face, les démarches administratives nécessaires. Le tout Internet, c'est quasiment la destruction des fonctions administratives françaises, et c'est livrer pieds et mains liés, je le dis, les secrets, les données, l'intimité des Français à n'importe quelle puissance étrangère qui voudra en faire usage. C'est juste pas tolérable. Si je me projette un tout petit peu plus, l'intolérance à Internet est en train de monter. On risque d'avoir une révolution d'hostilité au réseau, de refus de communiquer ces données privées sur les réseaux, etc., qui va balayer tout ce que l'on croit savoir dans les temps à venir. Il y a un signal qui a été très intéressant, c'est le nombre d'Américains qui ont revendu leur Tesla une fois qu'ils ont découvert ce qui s'est passé au moment du cyclone sur la Floride. Vous savez peut-être que les habitants de cette belle partie du monde ont été menacés d'un cyclone, ils ont eu l'ordre de quitter la région. Et beaucoup sont partis et se sont rendus compte que leur voiture électrique Tesla était au bout de sa capacité de charge. Ils allaient donc être arrêtés. Quelle n'a pas été leur surprise de découvrir qu'à distance, Tesla était capable de leur donner 100 ou 200 km de plus d'autonomie. Parce que si Tesla est capable de donner à distance plus d'autonomie, Tesla était aussi capable de paralyser leur voiture à tout moment. Vous voyez à quoi ça peut donner lieu. Je pense que ces sujets-là, nous n'en sommes qu'au tout petit début. Est-ce que les algorithmes vont prendre le pouvoir sur notre vie sociale? Est-ce que ceux qui calculent les algorithmes vont être les vrais maîtres demain? Pour ma part, je ne le crois absolument pas. Je pense que la prise de conscience est en train de se dessiner. Et je crois que des aversions à Internet vont se développer de manière extrêmement vite et qu'elles peuvent bouleverser tout ce que l'on croit dans ce domaine dans les années à venir. Mais je le répète, nos gouvernements successifs ont été d'une naïveté coupable, et demain, cette naïveté coupable peut être criminelle par rapport à l'intérêt de la communauté nationale. Bien. Oui, c'est bon.
Hervé, une question par rapport à votre affirmation de tout à l'heure, qui était de dire qu'on avait peu de temps pour faire face. Or, tout ce que vous nous décrivez, c'est un chantier immense, multidisciplinaire. On est complètement au pied du mur. Donc, quel créneau de temps nous donnez-vous pour faire face de manière utile à ce chantier? Le vrai sujet, c'est la conscience de la menace ou la conscience du plus grand risque stratégique, qui souvent va de pair avec l'identification de l'ennemi principal. Je crois que nos sociétés sont capables d'aller extrêmement vite à partir du moment où elles auraient identifié un risque vital. Le grand problème, c'est que tout est fait pour que la question ne soit même pas posée. Tout est fait pour dormir tranquille, l'État veille. Je ne m'étais pas fait des amis parce que je souris en vous regardant, cher Hervé, dans une session nationale de l'IHEDN, entre Daniel Bouton, un chef d'état-major, le discours officiel est dormez français, l'État veille. Mon discours à moi, c'est français, réveillez-vous, l'État est impuissant. Ça ne m'a pas fait beaucoup d'amis à l'école militaire. Néanmoins, certains en parlent encore beaucoup d'années plus tard. Je pense que c'est la situation dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il faut un réveil citoyen, il est urgent. J'espère m'y consacrer. Pour le dire très clairement, c'est un peu le sens d'un engagement tardif, mais mieux vaut tard que jamais, dans la vie politique. Parce que ce que je constate, c'est que ces messages portent et ils sont entendus. Et si j'avais un motif d'espoir, c'est qu'aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays européens, on sent bien qu'il y a un désir citoyen, il y a un désir de mobilisation politique, il y a un désir de reprendre son destin en main. Il y a quelque part la conscience de cette anesthésie dans laquelle on a été plongé trop longtemps. Et s'il y a un moment politique, c'est bien à cause du réveil politique des peuples et des nations. Donc ça rend optimiste. Pour être beaucoup plus précis par rapport à ce que vous dites, c'est très clair qu'il faut un réveil collectif sur les menaces de conflit aux portes de l'Europe, et donc les questions de réarmement, les questions de capacité à intervenir militairement, nous, et pas des puissances extra-européennes sur le sol européen, ça devient extrêmement important. Puis l'autre sujet extrêmement important, mais celui-là est tout à fait politique, quand je constate des choses aussi disparates que notre perte de pouvoir face aux GAFAM et aux réseaux, quand je constate la soumission d'une partie de nos territoires à un islam conquérant, quand je constate le recul de nos systèmes éducatifs, de la maîtrise de la langue et de la maîtrise des concepts fondamentaux de nos civilisations, il est clair que tout ça ne passe que par un réarmement politique et par un réarmement national au sens général. Et je le répète, ce réarmement national, c'est d'abord la conscience de l'intérêt national, la condition pour ensuite développer des stratégies. Merci à tous. Alors, oui. Que pensez-vous de la crise des Gilets jaunes et comment en voyez-vous l'aboutissement et le grand débat? Si vous le voulez bien, ce sera peut-être la dernière question. Oui. J'étais très longtemps sur les plateaux ce matin. La question des Gilets jaunes, vous imaginez bien qu'elle est très largement posée. Je crois d'abord que les Gilets jaunes, ça ne trouve pas simplement son origine dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. La véritable origine, il y en aurait beaucoup, mais je la vois dans le déni du référendum de 2005. C'est quelque chose qui probablement a profondément séparé les Français de la construction européenne, de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, et quelque part de l'idée qu'on demeurait en démocratie. L'idée est simple, vous pouvez voter le plat chaud, vous n'en voulez pas, on va vous le resservir froid quelques années plus tard sans que vous ayez à voter. Ça, c'est juste intolérable en démocratie. On le voit d'ailleurs, c'est très drôle, avec ce Brexit, dont certains, notamment ce matin sur le plateau de France Culture, me disaient qu'on ne parle plus beaucoup d'un second référendum parce que tous les pré-sondages disent que les Britanniques voteraient encore plus fortement pour la sortie de l'Union européenne. C'est pourquoi l'idée du second référendum, peu à peu, est en train de passer à la trappe. Tout simplement parce que les Britanniques disent « on a voté une fois, on a décidé. Si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'on a décidé, on va voter encore plus fort pour vous dire haut et clair ce que l'on veut. » Ça sera un peu ma réponse à votre question. Je pense que les Gilets jaunes, je les résumerai dans ce slogan que j'entends beaucoup dans les quelques meetings politiques auxquels j'ai l'occasion de participer. Le cri spontané de la foule, quelquefois très nombreuses, encore il n'y a pas très longtemps à la Mutualité, plus de 1500 personnes, c'est « on est chez nous ». On est chez nous, ça veut dire on ne veut pas être embêté. On est chez nous, ça veut dire on veut être maître de ce qui se passe. On est chez nous, ça veut dire on ne veut pas que des lois, des normes, des règles venues d'on ne sait où, parachutées de gens qu'on ne connaît pas, viennent perturber notre quotidien. Et on est chez nous, ça veut dire aussi on a envie de vivre en confiance,
en paix civile, en sécurité, sur ces territoires qui sont les nôtres. Pas du tout qu'on veuille totalement les fermer, se couper du monde extérieur, mais on veut rester maître de ce qui se passe chez nous. Je pense, pour terminer, je pense que les vraies revendications des Gilets jaunes ne sont que marginalement économiques. Je pense qu'il y a des revendications de respect face aux expressions de mépris du président Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a des préoccupations de désaménagement du territoire, parce que depuis au moins 3 présidences, on a rompu avec la tradition séculaire française d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, très clairement, on est sur un abandon de part énorme du territoire, de cette diagonale du vide qu'on connaît bien. Et ces régions et ces populations et ces villages qui se sentent abandonnés, délaissés par la République et méprisés par les élites parisiennes, c'est quelque chose qui n'est pas dans le pacte national et c'est quelque chose dont on n'a pas fini de parler. Pour terminer, je ne sais pas s'il y aura réellement une grande mobilisation samedi 16 prochain, comme certains l'entendent, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est que comme la Manif pour tous, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas trouvé de traduction politique, partisane ou électorale, mais il est très clair que ces mouvements ne sont pas pour rien, ils vont peser extrêmement lourd dans les échéances électorales à venir. Et tout élu, tout candidat, tout programme devra en tenir compte. Il y a une demande de respect, il y a une demande d'autonomie, il y a une demande de reprendre son destin en main. Et moi, la réponse que je formulerai, elle est évidemment populaire et nationale. C'est quelque part en France, avec la France et de France, que viendra la réponse. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, eh bien, je remercie encore M. Juvin d'avoir eu la gentillesse de rester si longtemps avec nous pour une journée qui a commencé si tôt et en plus avec sans doute un public moins acquis. Pardon, plus fort. Je disais que je remerciais Hervé Juvin. Enfin voilà, je veux bien prendre le micro, mais j'avais l'impression que ce que je disais était de toute façon un peu évident. Voilà, donc merci. Je redis au micro, merci d'avoir été avec nous. Donc, le livre de M. Juvin est là-bas. Toutes les idées qu'il a courtement développées et brillamment développées, ils sont exposés plus en détail. N'hésitez pas. Il y a à boire, il y a à manger, il y a Politique Magazine et on est là pour répondre à vos questions. Merci 1000 fois. Et au mois d'avril ? Alors au mois d'avril, ce sera M. Le Gallou qui viendra nous parler. Le 9 avril. Voilà. Et pour juin, pour mai et juin, je vous fais la surprise. Enfin, je vous fais la surprise à moi-même, d'ailleurs, je n'en sais rien. Merci beaucoup.